Bonjour et bienvenue sur votre podcast Les Enfants de la Cyber, le seul podcast qui décrypte pour vous les enjeux de cybersécurité de façon décomplexée. À nouveau, pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Franck Rouxel, cofondateur de l'Agora des RSSI CISO. Bonjour Franck. Bonjour Julien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler d'un buzzword en fait. On va parler d'IA, l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, on en parle énormément depuis des années. On va essayer de ne pas redire les mêmes choses. On va essayer de décrypter ensemble surtout les enjeux de cybersécurité liés à l'IA. À quoi sert l'IA? Est-ce qu'elle peut servir la cybersécurité? Est-ce qu'elle peut aussi faire du mal à nos entreprises de façon très puissante? D'abord, on va revenir aux origines. On va reposer le débat et puis après on va ouvrir justement sur les enjeux de cybersécurité. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les premières apparitions de l'intelligence artificielle? Oula, je suis pas un expert de l'IA, donc je vais dire que j'ai surtout vu ça apparaître, moi, pour ma part, sur l'aspect cyberprotection. Ouais. C'est-à-dire toutes les solutions, que ce soit sur, comment ils appellent ça, le user behavior ou des features, on va dire, avec ces buzzing, ces buzzwords, comme tu dis, où en gros on intégrait des processus de machine learning et consorts dans des outils de sécurité. Ouais. Puisque ça fait très longtemps qu'en cyber, le sujet, c'est j'agrège un paquet de données et j'essaye dans ces données de trouver l'élément, le signal faible, la menace, etc. Et donc, on a depuis longtemps, je dirais au moins une dizaine d'années, de l'intelligence artificielle dans la détection, dans la protection, dans les solutions de cybersécurité. Donc tu as vu arriver en gros l'intelligence artificielle à un moment où on n'en parlait pas encore beaucoup, vers les années 2014-2015. Enfin, en tout cas, c'était pas buzzword, effectivement. Oui, tout à fait. Un autre sujet dans la cybersécurité, la détection. Est-ce que ça fait longtemps que l'IA est impliquée justement dans la détection des cybermenaces? Oui, ça fait assez longtemps. J'ai pas en tête exactement quand les premières solutions apparaissent avec ce type de solution, mais face à la masse notamment les limitations qu'ont rencontrées, si je prends les éditeurs antivirus, dans des approches historiques qui étaient j'ai la signature du code malveillant, Ouais. et donc j'ai une base de toutes les signatures de tous les codes malveillants, mais finalement côté attaquant on faisait des dérivés de ces codes malveillants et donc l'approche par base avait ses limites. On a vite vu apparaître des variantes où là sur la base de machine learning on cherchait plutôt des patterns, etc., ce qu'on appelle le pattern matching, pareil côté réseau, pour réussir à améliorer le niveau de détection malgré la quantité d'informations qui étaient traitées, quoi. Elle en est à quelle étape aujourd'hui, l'IA en 2025? Sur la cyberprotection ? Oui. Alors, pas que la cyberprotection, dans la cybersécurité de façon générale. Dans la cybersécurité, comme je disais, elle est intégrée depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau, le traitement de données massives via le machine learning pour optimiser, augmenter, je dirais, le niveau d'efficacité de la solution. Ouais. Ça existe depuis longtemps. Ce qu'on voit apparaître un peu plus maintenant, c'est avec les LLM, c'est du langage naturel dans des solutions, Oui. plutôt que de devoir apprendre un langage de requête particulier, Ouais. propre à la solution. On va faire des requêtes en langage naturel. On va avoir aussi beaucoup. Pour le moment, il y a des éditeurs qui développent l'aspect automatisation via l'IA. Ouais. Je vais y arriver. C'est-à-dire ce qu'on appelle les playbooks. À la base, j'ai dans le champ de la remédiation sur incident cyber. Enfin, je détecte quelque chose et je vais enclencher une action technique en réaction. On va avoir, comme on a maintenant, je dirais, un ensemble de solutions diverses et variées. Il faut pouvoir s'interfacer avec plusieurs solutions et quelque part programmer une réaction pour confiner une attaque,
mettre en quarantaine un système, etc., etc. Et donc là-dessus, il y a beaucoup de développement, parce que finalement, il y a une variété infinie d'automatisation possible en fonction des contextes de chacun. Donc là-dessus, on voit apparaître aussi des solutions qui développent l'aspect automatisation de la réaction avec de l'IA pour s'adapter au contexte à un contexte donné, quoi. Ouais. De façon historique et d'un point de vue extérieur, avec ma vision, j'ai l'impression qu'on voit plutôt l'IA dans la protection que dans l'attaque aujourd'hui. Même si on commence à en parler beaucoup, elle penche de quel côté la balance aujourd'hui? L'IA, elle est plutôt dans la protection ou elle est plutôt dans l'attaque? Historiquement, elle était plutôt intégrée dans la protection. Maintenant, je ne suis pas un expert de ce que faisaient... de tout ce qu'utilisaient les attaquants pour faire par exemple des variantes ou de l'obfuscation et consorts, donc ils utilisaient probablement l'IA. Là, surtout ce qu'on voit apparaître, enfin qu'on voit apparaître maintenant, ça fait quelques temps, mais c'est tout ce qui a trait autour des deepfakes, de tout ce qui est phishing, social engineering en audio, génération d'IA, enfin tout ce qui est génération de voix avec de l'IA, etc. En gros, il y a tout un développement d'un champ d'attaque autour d'une forme de social engineering augmenté, dont la cible première est l'humain. Et où, sur la détection, il y a des choses qui se font, mais là, qui sont plus récentes et plus difficiles. Enfin, il y a des mesures traditionnelles qui peuvent marcher pour certaines, mais on voit bien que les mails de phishing sont de mieux en mieux faits. On voit ressortir les attaques au président de manière assez... alors, il y a ce cas d'école, c'était en Corée, je crois, de mémoire, du pauvre employé coréen qui s'est pris dans une visio où ils étaient tous... en fait, ça n'était que des IA et il a subi. Donc on a ce champ où le monde virtuel se mixe avec le réel et on ne sait plus, surtout depuis le Covid où on a augmenté le télétravail et les accès à distance. On a de plus en plus, je t'appelle au téléphone, je te vois en visio, mais finalement, qu'est-ce qui dit que c'est moi? Bien sûr. Et souvent, je me demande si c'est toi d'ailleurs. En préparant cet épisode, tu as parlé d'approche asymétrique dans les cyberattaques. D'abord, est-ce que tu peux redéfinir peut-être l'approche asymétrique et nous expliquer en quoi aujourd'hui on peut parler davantage d'approche asymétrique? Alors, l'aspect asymétrique, c'est de dire que l'attaquant, il n'a besoin de trouver qu'une faille pour entrer dans une entreprise. D'accord. Ou trouver une faille dans un système d'information pour entrer. Il n'en faut qu'une. Et par contre, côté défense, il faut être à 100%. Ouais. Donc on parle d'asymétrie quand c'est pas les mêmes moyens mis en œuvre de chaque côté, finalement, pour je dirais, équilibrer les choses, quoi. Bien sûr. Je n'ai besoin que de trouver une petite faille, une petite vulnérabilité dans ton système, pendant que toi, tu es en train de te battre parce que c'est toutes les failles, parce que potentiellement, quelqu'un peut tomber sur une des failles et toi, tu dois combler toutes les failles, qu'elles soient humaines, organisationnelles, techniques, etc. Et alors, est-ce que l'IA aujourd'hui, c'est un accélérateur de cette approche asymétrique? Donc je reviens toujours à cette question, est-ce que finalement elle est plus dans l'attaque ou la défense? Parce que finalement, tu dis, l'approche asymétrique, c'est une porte, l'entreprise, elle doit en sécuriser 1000. Avec l'IA, on sait que finalement, on peut attaquer les 1000 portes en même temps. Alors je le dirais autrement, je ferai écho à notre précédent podcast sur l'aspect régulé versus non régulé. Côté défense, si tu utilises de l'IA, en spéculant, je veux dire, on se projette, tu vas devoir la faire selon des règles et des régulations. Si on parle en Europe, on va avoir l'IA Act, etc. Donc on va avoir des règles du jeu, donc ça va pas être un sujet simple si c'est un sujet d'entreprise et que c'est pas amené par un produit qui lui-même traite ces aspects. En tant que tel, l'attaquant, il s'en fout. Ouais, il est pas réglementé. Il s'en fout. Lui, il n'a pas une dette technique, il n'a pas des gens avec des processus et des choses imparfaites. Et donc, l'ensemble d'un système complexe, lui, il arrive en disant tiens, si j'ai besoin d'une IA, je peux prendre DeepSeek en Chine, même si ce truc-là respecte rien en termes de droit européen. Ce truc-là est performant pour que j'aille trouver des failles sur ton système ou générer quelque chose qui me permette de de t'emmener dans le monde virtuel et de réussir à atteindre ma cible ou autre. Et donc, c'est un avantage à l'attaquant, mais finalement c'est un avantage à l'attaquant par une forme de dérégulation native qui dire moi j'ai pas de contraintes. On n'a pas les mêmes armes. Exactement. Là on va être un peu provocateur, mais tu disais aujourd'hui finalement c'est un tel gruyère dans les entreprises, quelle que soit
la nation, pour le coup, il ne s'agit pas de la France en particulier. Finalement, l'attaquant, il n'a pas besoin d'IA, c'est pas encore son sujet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas son sujet? Parce que finalement, bah, on le voit, hein, ils arrivent très bien à mener des cyberattaques sans l'IA. Ou est-ce que, bon, ils sont en train de le préparer, ça va arriver d'ici 2-3 ans? De base, oui, avec un point de vue d'expert. Je dis souvent la question. Au début, il y avait le si je me fais attaquer. On a dit bah non, maintenant c'est quand je me fais attaquer. Et là, moi, je dis mais c'est plus le quand, c'est pourquoi tu t'es pas fait attaquer. Ouais. Et en fait, la vraie remarque derrière, c'est probablement le cas et on t'a exfiltré tes données, mais t'es même pas au courant. Ouais. Et donc, le niveau de sécurité, sauf à, bien sûr, ça dépend je dirais, de ton business, celles qui sont très exposées, etc., et qui ont une grande maturité cyber, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, si on prend des business communs, il n'y a pas besoin d'IA. Ouais. C'est déjà facile, entre guillemets, d'y ouais, aller, quoi. Et l'accélération du cloud, en plus, a aidé, parce que finalement, on a sorti du réseau de l'entreprise des choses qu'on a mis dans le cloud, qu'on a mal configurées, parce qu'on ne sait même pas comment bien les configurer non plus, parce que ces outils-là ne sont pas toujours évidents à appréhender. Et donc, derrière, bah, c'est open bar, il n'y a qu'à se servir. Ouais. Donc, je caricature, bien sûr, mais fondamentalement, sauf sur les attaques qu'on a vues où il y a de l'IA, on cherche à pousser quelqu'un qui a un rôle particulier. Là, on va chercher un rôle dans l'entreprise et lui faire quelque chose. Donc, on pourrait parler d'attaque cyber, mais bon, finalement, c'est quand même une forme de retourner quelqu'un, etc. C'est un peu comme les tactiques de renseignement côté espionnage et compagnie. Sauf qu'on utilise en plus des outils du numérique. Mais sur du traditionnel, sur du champ traditionnel cyber, pourquoi faire de l'IA? Je crois que c'est dans le rapport de l'ANSSI qui évoquait que la plupart des incidents, en majorité, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. Deux, c'est pas du code étatique ultra musclé. C'est des outils entre guillemets courants d'attaque en tant que tel, quoi. Alors tiens, on parlait dans l'épisode précédent pour Nice 2, on disait que les entreprises avaient du mal à investir et que finalement c'était le coup de bâton qui les faisait investir dans leur mise en conformité. Là, sur l'IA, il n'y a pas de sujet d'investissement. Les entreprises, elles y vont, elles mettent des millions d'euros sur la table. Là aussi, je fais appel à ta conviction qui peut être différente d'une autre personne. Et ce serait intéressant d'ailleurs de confronter les idées et les visions. Est-ce que tu penses que ces investissements-là, on parle de cybersécurité toujours, hein, vont être rentables? Sur le fait qu'investir dans l'IA les use cases IA, le développement de l'IA va challenger la cyber. C'est plutôt dans l'autre sens. Est-ce qu'il faut investir? Je suis convaincu. Je pense que ces outils on en voit que la partie émergée de l'iceberg de très loin et un iceberg où il y en a beaucoup sous l'eau. Donc ça porte une vraie valeur et un vrai intérêt, mais avec un mode de fonctionnement qui est que tu lui donnes quand même de la data et donc on a tous les enjeux de régulation, mais aussi de protection quand même naturelle des informations de l'entreprise. Et donc, ça pose des vrais challenges parce que le data assessment dans les entreprises, c'est compliqué. Donc d'utiliser l'IA sur ces sujets-là, c'est compliqué. Donc, ça ramène plutôt des nouveaux chantiers, j'ai envie de dire, et des nouveaux aspects. Mais c'est normal, c'est un sujet émergent. Donc, de ramener quelque chose de nouveau là-dessus, ça n'a rien d'exceptionnel. Côté sécurité pure, en tout cas, ce qu'on s'est dit avec plusieurs en RSSI, en regardant l'actualité des différentes solutions, etc. Pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil et pas de nouvelles solutions magiques. Waouh, on se dit, ah, mais voilà un truc qui me permettrait de machin. Donc, à voir. Ça va peut-être arriver, à voir, à suivre. Quand on parle d'IA, fatalement, on a des nouveaux usages. La surface d'exposition, elle est plus grande aussi. À ton avis, qu'est-ce qui va poindre justement comme danger, peut-être aussi comme opportunité avec l'IA? Ma lecture des outils d'IA tels qu'on les voit actuellement, c'est que c'est des outils qui permettent d'augmenter l'individu. J'ai encore du mal à percevoir, on parle souvent de gains en productivité, d'automatisation, etc. Effectivement, ces outils-là permettent de faire des choses, je dirais, qui étaient longs et fastidieux à faire manuellement, et on peut les faire automatiquement. Mais en fait, le vrai sujet, c'est que ça devient des espèces d'agents, ton propre advisor, avec lequel tu échanges, etc. Et donc, il va y avoir
on va avoir un sujet sur mais mon advisor, il est personnel ou il est professionnel. Finalement, est-ce que mon advisor professionnel, il faut que ce soit l'entreprise qui me l'amène, mais on est quand même sur quelque chose qui se... j'ai un compte ChatGPT, j'ai un compte Claude, je joue un peu avec ces solutions-là, et tu leur fais pas faire la même chose. Donc, tu peux avoir une frustration quand tu vas parler à ton agent professionnel, on va dire « Ah ouais, mais il comprend quand même moins bien que le personnel, etc. » Donc, on parle déjà de Shadow IA parce que ces usages-là viennent plutôt par le bas. Le temps que ces sujets soient instruits et qu'on puisse avoir des services en interne qui fonctionnent. Je suis très curieux de ça, mais je pense que ça apporte c'est disruptif, c'est une vraie disruption il y a des trucs qu'on peut faire avec ces choses-là qui sont vraiment performantes, et au plan cyber, c'est extrêmement intéressant. Et là, je parle plus au sens méthode, c'est-à-dire finalement s'auto-challenger. Parce qu'on peut se sentir seul dans le rôle de RSSI ou d'expert en cyber, quel qu'il soit. Et donc de s'auto-challenger finalement, mais tiens, ok, je pense comme ça, mais qu'est-ce que t'en penses, mon petit agent personnel à moi ? Ah oui, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Ça fait un peu discours seul dans sa tête, mais finalement... ça peut aider, ça peut permettre de sortir un petit peu du cadre. Ça aide à sortir du cadre, je trouve. Pour résumer, donc, en fait, la surface d'attaque s'agrandit, mais la surface de défense aussi. Oui, et là, typiquement, quand je te parlais de l'agent personnel, est-ce que bientôt, on n'aura pas aussi une forme d'agent personnel qui viendra nous dire « Mais fais attention, c'est peut-être du deepfake, ça, et ce mail-là, mais regarde bien quand même, parce que... » Et d'avoir finalement... des garde-fous, un agent qui nous accompagne et qui nous aide. Une des vraies difficultés de beaucoup, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Donc le fait de faire monter en maturité l'ensemble des utilisateurs dans une entreprise ou une organisation sur les aspects cyber. Avoir ton agent qui est toujours à tes côtés, finalement, ça t'augmente. Ton protecteur, ton ange gardien de la cyber. Bon, il y a peut-être un business à avoir là. Pour conclure sur l'IA appliquée à la cybersécurité, je vais parler d'un sujet qui va t'énerver un petit peu, la régulation. On en a parlé beaucoup fatalement sur Nice 2. À ton avis, là aussi, j'en fais appel à ta conviction. Est-ce qu'on doit réguler ? On a l'impression aujourd'hui que c'est un Far West, l'IA. Est-ce qu'on doit continuer à évoluer dans ce Far West ? Parce que justement, les attaquants, eux, ils ne sont pas dans la régulation. Est-ce qu'on doit commencer à réguler ? On parle de l'IA Act. Il y a peut-être d'autres choses. On peut imaginer plein d'autres réglementations. On est assez fort d'ailleurs en Europe là-dessus. Est-ce que c'est le bon moment pour réguler ? Est-ce qu'on doit attendre ? J'ai toujours du mal avec le fait de réguler quelque chose où on ne sait même pas ce que ça va donner. Bon, ça c'est très personnel. C'est trop jeune encore. Il y a des aspects dans l'IA Act qui sont complètement entendables, parce que là pour l'instant on n'en parle pas trop, enfin on ne le voit pas trop en action, mais il y a le côté agent IA. Et donc on va avoir le côté actionnable, c'est-à-dire que tu vas avoir un agent autonome qui va prendre une décision. De dire que t'as pas envie qu'une centrale nucléaire soit gérée avec ce genre de truc. Je préfère avoir un bon truc sûr, etc. Donc sur ces aspects-là, c'est pas gênant. Là où, par contre, il y a un vrai point de difficulté, finalement, c'est ces trucs-là pour fonctionner. Et là, c'est le côté Far West. Ils se sont gavés de données. Et ces données, ils se sont assis littéralement. Il suffit d'entendre les interviews, notamment côté US, de certains. Mais de toute façon, on prend la donnée, le temps qu'ils comprennent, etc. Toi, tu auras fait ton truc. Donc, en fait, ils ont une avance par l'utilisation, j'ai envie de dire, pirate, entre guillemets, des données. Et nous, on fait les propres sur nous en disant non, mais regarde, nous, c'est clean, machin, etc. Et donc, c'est une question de se dire ouais, mais finalement, est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied ? Je saurais pas le dire, mais enfin, en tout cas, ça m'interroge, oui. C'est de dire mais finalement, si on l'utilise pas, cette donnée, on n'aura jamais les modèles au niveau qui conviennent, ou ça aurait été très dur et très long. Et comme j'ai tendance à penser qu'on est plutôt sur des phénomènes
que j'appelle exponentielles, mais qui sont accélérationnistes, on va dire. Le problème, c'est que de l'accélération, c'est si t'es pas parti au bon moment, je veux dire, c'est foutu, quoi. Bien sûr. Donc, à voir si l'avenir confirme. À suivre, en tout cas, a priori, pour l'instant, tu n'as pas la conviction de dire il faut réguler, il faut laisser les choses évoluer comme c'est le cas. Nos ennemis sont des cow-boys, donc restons dans le Far West. Voilà. C'est ça, il faut être attentif aux risques, c'est nécessaire, mais il ne faut pas se priver d'essayer. Ouais. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Franck Rouxel. Je rappelle que tu es cofondateur de l'Agora RSSI CISO. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des enfants de la cyber sur l'IA appliquée à la cybersécurité. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode. À bientôt. Au revoir. Au revoir.